Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, on fait un tuto spécial Bunkai, application de kata que l'on retrouve évidemment dans la pratique quotidienne du karaté, privilégié en démonstration, utile en compétition kata équipe et surtout, bien évidemment, en passage de grade, en passage de dan. Il génère donc énormément de questions sur ce que vous avez le droit de faire ou pas, jusqu'où vous pouvez aller dans la subjectivité technique de vos applications. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tuto pour vous expliquer de manière pour le coup plutôt exhaustive les tenants et les aboutissants de ces Bunkai. Ça va vous permettre aussi de remettre les pendules à l'heure face à certaines personnes, certains karatékas, certains jurys qui tenteraient de vous expliquer ce que vous n'avez pas le droit de faire alors qu'en fait ce sont eux qui ne connaissent absolument pas leur discipline. Donc aujourd'hui, on remet l'église au centre du village. On voit ça ensemble. C'est parti. Bon les amis, avant toute chose, qu'est-ce qu'un Bunkai? Pour les débutants qui regardent cette vidéo, c'est ni plus ni moins que prendre des mouvements d'un kata, un bloc d'un kata, et expliquer avec un partenaire à quoi servent ces mouvements. Bon, ça va être assez simple lorsque l'on débute le karaté. Le professeur va vous expliquer ni plus ni moins ce qu'il faut faire. Par exemple, lorsque je démarre le premier kata Heian Shodan en Shotokan, le blocage en Gedan Bare va servir naturellement à bloquer une technique d'attaque en bas du corps. Donc par exemple, un coup de pied, un maigiri, et puis on va remiser en tsuki, là où dans le kata, le point va cibler. Assez rapidement, le pratiquant, avec de l'expérience, va utiliser son panel technique pour répondre de manière peut-être un peu plus sophistiquée, à savoir comment utiliser tel ou tel coup de poing, tel ou tel blocage, tel mouvement de bras, tel mouvement de corps, tel pivot, déplacement. On va utiliser l'ambuzen pour avoir une notion justement qui va aller un petit peu plus loin que la démarche simplement visible qu'aurait un débutant. Plus on va monter en grade, plus on va monter en dan, et plus on va essayer de rechercher cette sophistication dans le but d'avoir un panel le plus large possible, en tout cas de démontrer ses capacités envers justement une efficacité optimale. Donc certains vont privilégier par exemple le travail du sol, d'autres des soumissions, des clés, d'autres contre des saisies, contre des armes, d'autres des percussions, d'autres des points vitaux. Enfin, ça peut être extrêmement large et c'est là que vont, on va dire, apparaître des différences entre les élèves. Moi, j'ai 10 élèves différents, je vais faire un petit peu de constructivisme sur un bloc commun, et je vais normalement avoir 10 visions différentes parce que certains vont justement privilégier la percussion et d'autres un travail légèrement différent. Donc le Bunkai, c'est, on va dire, la partie la plus libre, avec une vraie liberté martiale subjective de à quoi peuvent servir les mouvements d'un kata. La seule obligation que vous avez, c'est d'exécuter correctement le panel technique que vous utilisez pour démontrer. Si jamais vous devez utiliser une projection, il faut qu'elle soit faite dans les règles de l'art, avec toute la coordination, le déplacement que vous pouvez avoir pour pouvoir à la fois créer le déséquilibre, créer le vide, amener au sol et ainsi de suite. Pour les clés, c'est pareil, c'est peut-être exotique, mais il faut qu'elles soient exécutées dans les règles de l'art. Vous avez justement sur cette chaîne des vidéos focus qui permettent de créer des petits points de focalisation sur des choses très utiles lorsque l'on exécute une clé. Une clé, c'est codifié au Kodokan, donc on ne fait pas tout et n'importe quoi si on veut qu'elle soit efficace. Il y a plein de petites règles, c'est une véritable surcouche. Pareil pour les points vitaux. On peut utiliser certains points vitaux, oui, mais il faut savoir le faire dans les règles de l'art. Et donc ça concerne un petit peu tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la pratique du karaté, aux techniques, aux bestiaires techniques du karaté. La seule obligation que vous avez, c'est de l'exécuter correctement, au même titre qu'un débutant. S'il fait son application, il doit avoir une belle posture, une posture qui fait partie du karaté, de beaux blocages qui font partie du karaté et de belles attaques qui font partie du karaté. En fait, ça va être juste ça, la prérogative. D'ailleurs, si on prend un petit peu de recul et si on regarde les programmes des grades, et pas pour le coup uniquement ceux de la Fédération française de karaté, mais des fédérations différentes, des fédérations annexes comme la FEKMT, la Fédération du karaté des arts martiaux traditionnels, eh bien on se rend compte que la partie application, la partie Bunkai, est très peu décrite. Les indications sont marginales, là où pour toutes les autres épreuves, on a quand même des indications très précise de ce qu'il faut faire et en annexe carrément les postures, voilà, on a quand même quelque chose d'extrêmement complet. Pour les Bunkai, on a une pauvre petite ligne qui vous dit voilà, vous prenez minima 3 blocs et puis appliquez comme vous voulez. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a comme indication, ce qui va justement laisser la possibilité aux pratiquants d'ouvrir ces possibilités. Il faut ouvrir le champ des possibles. Et c'est là que va intervenir, on va dire un petit peu le carton rouge du jour, le carton rouge de la semaine, voire peut-être même du siècle. C'est que vous préparez vos Bunkai, vous arrivez pour pouvoir les présenter
soit un professeur, soit un partenaire, soit même un jury, eh bien, vous pouvez avoir des réponses parfois extrêmement surprenantes. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, dans le cadre d'une préparation au DAN d'une personne qui va passer un 3e DAN. Donc un 3e DAN, on est déjà dans quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Un 3e DAN, j'attends d'un 3e DAN qu'il ait une sophistication dans la recherche scénaristique du mouvement, de à quoi ça peut servir pour que ce soit le plus logique et le plus efficace possible. Il y a aussi une démarche, soit je vais prendre très peu de mouvements pour pouvoir les décomposer, utiliser les demi-temps, utiliser les quarts-temps, soit je vais prendre un bloc entier et je vais essayer d'appliquer un maximum d'informations sur le même adversaire de la manière la plus logique, peut-être en commençant par des blocages, des déplacements pour pouvoir créer un déséquilibre, l'amener au sol et le terminer au sol. Il peut y avoir énormément de possibilités, mais justement, c'est là toute la partie du bunkai. Et donc, je vais tirer quelques sonnettes d'alarme. Pour ma part, pourquoi je vous explique un petit peu tout ça? Donc déjà, c'est pour vous rassurer. Vous rassurer, c'est un domaine que j'ai étudié pendant très longtemps, sur lequel j'ai fait des livres, sur lequel j'ai fait différents DVD, que ce soit sur le travail de Lambuzen à travers justement l'approche technique des applications, que ce soit sur l'énergie que l'on va dégager, que l'on va dévier, que l'on va contrer dans le travail des applications. Et j'ai travaillé beaucoup avec certains médias pour pouvoir expliquer ces choses-là. Mais au-delà de ça, je veux créer une forme de rassurance, de légitimité. Alors là, la rassurance n'existe pas comme mot, mais c'est pour vous dire qu'ici, dans les tutos, on a une véritable liberté aussi martiale, mais aussi orthographique de créer des mots. Donc, il y a une certaine liberté pour vous d'appliquer des choses. Pour ma part, donc, je suis certes 5e Dan ici en France, mais je suis aussi gradé ceinture noire au Japon. Et pas n'importe où, dans le premier dojo ouvert par maître Funakoshi, et pas gradé auprès de n'importe qui. Celui qui m'a remis ma ceinture noire, c'est maître Akiyoshi Iwamoto, qui a eu sa ceinture noire de la main de maître Funakoshi. Donc, lorsque j'ai étudié à Keio, lorsque j'ai aussi fait tous ces DVD avec eux, lorsque j'ai pratiqué à Keio, on a eu comme mission de respecter, ni plus ni moins, la direction du fondateur, du maître du Shotokan, donc de maître Funakoshi. Ses prérogatives, ses façons de faire, on va dire, la direction qu'il souhaitait prendre dans certaines voies et certaines études, notamment analytiques. On est beaucoup au Japon sur l'analytique, c'est pour ça que je vous fais de temps en temps des tutos là-dessus pour vous expliquer que l'analytique qui manque un petit peu en France, il faut l'étudier, il faut aller le chercher. Bon, là, pour le coup, de par l'expérience que j'ai pu avoir au Japon ou en France, mais aussi et surtout de par les écrits de maître Funakoshi, on a quand même des bases extrêmement solides sur ce qu'il faut faire. Donc la transmission du Shotokan, elle est censée se faire correctement. Et si jamais elle n'est pas faite correctement, il existe des choses comme ceci. Les écrits du maître, les écrits fondateurs, les piliers, ici le Karaté-do Kyohan de maître Funakoshi, il est quand même assez simple à trouver aujourd'hui. Là c'est une édition plutôt jolie, bien reliée, mais vous avez des éditions beaucoup moins chères et vous l'avez même en PDF sur internet, vous avez même des PDF gratuits. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, lorsque l'on fait justement du Karaté-do Shotokan, je dis bien le do parce que c'est la dénomination de maître Funakoshi, ce Karaté Shotokan, on va avoir des ressources. On a des choses qu'il faut respecter. Si moi je fais du Shotokan, je ne fais pas uniquement du karaté. Je fais le karaté à travers la vision de maître Funakoshi et donc à travers ses bases, son socle. Si je fais du Shito, si je fais du Wado, je vais aller chercher le socle du maître qui a fondé cette variante, cette voie-là. Donc ici, moi, ça, c'est mon livre de chevet. Donc, lorsque je vais préparer, on va dire même une application, ça me permet d'avoir l'assurance de faire ce qu'il faut faire, d'être en tout cas dans la bonne voie, même si mes techniques ne sont pas forcément issues du livre. Mais au moins, la voie est dans la bonne direction. Donc, comme je vous le disais, on va commencer à tirer quelques sonnettes d'alarme. La première sonnette d'alarme, c'est lors de ce passage de 3e Dan, cet élève que j'ai préparé, qui a présenté ses applications, s'est vu donc, certes, certifié d'un 3e Dan, mais à la fin, s'est vu pris, on va dire, à part, pour avoir une discussion avec le jury, et son jury lui a dit, écoute, c'est très bien, le passage est très bien, par contre, il y a un truc qui a failli t'éliminer, c'est les applications, c'est les bunkai. Parce que dans tes applications, on a vu des projections, on a vu des clés, on a vu des trucs comme ça, des points vitaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça n'existe pas dans le karaté. Jury de 3e Dan. Je ne vous dis pas de quelle structure, je ne vous donne pas d'indication parce que le but n'étant pas d'incriminer la structure. Pour le coup, la structure, elle,
elle propose. C'est l'humain le problème. Et pour le coup, les humains, puisque le jury est composé de plusieurs personnes, tous unanimes sur le fait que mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que dans les applications d'un kata, tu vas nous faire des projections? Pourquoi est-ce que tu nous fais des clés? Pourquoi est-ce que tu fais des points vitaux? C'est invraisemblable. Bon, la personne que j'ai préparée, elle n'a rien dit, elle a dit oui, merci, au revoir, elle a pris son grade et puis voilà, elle n'a pas cherché à faire polémique. Je vous invite, pour le coup, à faire polémique. Si jamais on vous donne ce genre de discours, on n'a pas à vous donner ce genre de discours pour deux raisons. La première, c'est que dans les écrits, hop, je reprends le livre, de Maître Funakoshi, qu'est-ce qu'on a dans Karaté Do Kyohan? Dès les préfaces, dès qu'on a terminé les préfaces, on tombe sur quoi? Des projections. On tombe sur quoi? Sur des clés. Et on tombe sur quoi? À la fin de ce livre-là, dans le chapitre 6, on a les points vitaux. Et au-delà des points vitaux, hop, il doit être même par là, j'aurais dû faire une petite, voilà, un petit marque-page. Il est là, on a les points vitaux du cœur humain. Donc, qu'un jury Shotokan vienne dire qu'il n'existe pas de points vitaux, de projection ou de clés dans le Shotokan, ben dans ces cas-là, on va l'inviter gentiment à aller acheter le livre de Maître Funakoshi pour expliquer un petit peu comment se déroule sa pratique et que ce qui prétend ne pas exister dans la pratique existe en fait fondamentalement. Donc ça, c'est un problème, malheureusement, que beaucoup de personnes peuvent rencontrer parce que ces jurys peuvent rencontrer beaucoup de candidats au fil de leur carrière de jury. S'ils tiennent le même discours à tous, ça crée dans la tête des candidats un véritable questionnement. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Donc, pour le coup, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tant que c'est dans le panel technique issu du Karaté-Do Shotokan, si vous faites du Shotokan, bien sûr. Si vous faites du Shito, il faut que ce soit dans le panel technique du Shito. Mais il n'y a aucune contre-indication dans les règlements fédéraux, organisations, sur ce que vous n'avez pas le droit de faire. Donc, tant que ça reste dans le panel technique, et en plus que ça respecte les écrits des textes fondateurs, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Là, effectivement, si ça avait été mal exécuté, on peut comprendre qu'un jury qui, lui, est assez compétent en projection, en soumission, en clé, en points vitaux et ainsi de suite, se dise « bon, fais pas ça, tu sais pas faire ». Là, ok, c'est recevable. Par contre, qu'ils ne viennent pas dire « fais pas ça, ça n'existe pas ». Pas dans notre discipline. En fait, si, bien évidemment que ça existe dans notre discipline. Donc, premier strike, premier carton rouge pour moi, c'est qu'il faut vraiment, pour tout le monde, se documenter sur ce qu'on a le droit ou pas de faire. Là, pour le coup, les libertés sont quand même assez grandes. Deuxième, on va dire, point qui m'a, moi, dérangé dans mon expérience martiale, c'est que j'ai été jury. Il y a quelques années, je ne le suis plus. Pareil, je ne vous donnerai pas plus d'indications sur les structures, sur tout ça. J'ai quand même beaucoup baroudé. Donc le but n'étant pas d'incriminer ni une structure, ni un groupe, ni un département, ni quoi que ce soit. Le but, c'est de créer un débat et de créer une situation qui vous explique les problèmes que l'on peut rencontrer pour pouvoir y remédier, trouver des remédiations. Là, pour le coup, alors que j'étais jury, vous savez que les jurys, on est toujours plusieurs par table, eh bien, les jurys n'étaient pas d'accord. Mais pas d'accord sur le fait que c'est bien fait ou pas bien fait. Pas d'accord sur la façon de juger telle ou telle chose. Et non, en l'occurrence, les bunkai. Eh bien là, j'ai un jury qui me dit, à côté de moi, non, parce que je le vois sur le coup mettre une très mauvaise note. Et moi, ça me semblait plutôt bien, donc la note était plutôt bonne. Donc moi, je me suis dit, si ça se trouve, c'est peut-être moi qui suis complètement aux fraises, qui suis à côté de la plaque, j'ai peut-être pas vu ce qu'il lui a vu, donc je lui demande, voilà, les raisons pour lesquelles il met ça et pour pouvoir comparer, pour pouvoir éventuellement rectifier si je fais des erreurs. Et là, il me dit non, mais les bunkai, c'est pas du tout ça qu'on attend. Moi, je veux un truc extrêmement simple. Alors déjà, premier strike, parce que on n'est pas censé faire ce qu'attend le jury. Lui, il veut un truc simple. Si l'élève fait un truc complexe, on aurait presque envie de dire, on est presque dans un cours de philosophie. On n'est pas censé précisément dire ce que le jury veut entendre. Le principe du bunkai à ce moment-là, c'est d'être subjectif. Donc de donner sa vision du karaté, surtout lorsque l'on passe des dan. Parce que vous savez que plus on monte dans les dan, plus on a cette vision. À l'époque, quand on arrivait au 5e dan, il fallait gratter des mémoires, d'accord, pour avoir des expériences personnelles, une vision personnelle qui va soutenir les textes fondateurs du karaté, qui va s'inscrire dedans, mais qu'on ait de véritables expériences. Donc là, pour le coup, je ne comprends pas qu'ils me disent voilà, moi j'attends à ce que ce soit comme ça. Bon, admettons. Et il me dit, voilà, moi je veux que ce soit extrêmement simple, il fait un bunkai, l'autre il attaque Usuki, lui il faut que ce soit dans le bon timing, bam, pleine balle, il bloque, il contre-attaque, bim, super. Et je lui dis, mais ça, pour cette forme-là,
il y a ce qu'on appelle l'hyponcumité ou le pion hyponcumité. Où là, c'est codifié, et là, ils attaquent pleine bourre, et on va juger sur la pertinence du timing, sur la distance, sur l'exécution, sur peut-être à certains grades le scène-no-scène, le scène-scène-no-scène, le désaxage, le décalage, toutes ces choses-là, la justesse de ciblage. Tout ça, oui, le zanshin, ok, ça c'est ce qu'on va demander dans les hyponcumités ou les kyō-hyponcumités ou éventuellement les jiu-hyponcumités ou le jiu-kumité. Là, c'est des bunkai, ça n'a rien à voir. Si la personne commence à faire des clés ostéo-articulaires, des points vitaux, c'est normal que, surtout si elle ne connaît pas son adversaire, surtout si le partenaire est même plus léger, plus fin, peut-être un petit peu effrayé par les circonstances d'un passage de grade, peut-être qu'il a raison en fait d'aller un tout petit peu dans la bienveillance pour pouvoir démontrer une première fois très doucement et une deuxième fois avec un véritable contrôle, sans cartonner son partenaire, on n'attend pas de ça. Donc, là, je lui dis, pour moi, ce que je vais rechercher, c'est plutôt l'analyse, la recherche analytique du pratiquant sur à quoi servent ces mouvements et comment les appliquer. Et s'il peut trouver intelligemment les raisons des déplacements du kata, les raisons de l'ambuzen, les raisons des déplacements corporels, de la gestuelle du bras, pourquoi c'est ouvert, pourquoi c'est fermé, s'il arrive à expliquer tout ça, pour moi, il a déjà fait une très grosse partie du travail. Après, évidemment, il faut que ce soit bien exécuté. Mais pour moi, la recherche première, c'est à quoi ça sert. Cette volonté de faire confiance à son jury, oui, à partir du moment où le jury sait précisément les tenants, les aboutissants de sa discipline. À la fois sur les textes fondateurs, comme je vous ai montré, par exemple, avec des jurys qui vont dire « ça n'existe pas » alors que ça existe, et à la fois sur les textes de réglementation que l'on va mettre en place pour que tout le monde soit uniforme. C'est ce qu'on a fait, alors pour le coup à la Fédération française de karaté, dans le cadre de l'école de formation, c'est ce qu'on a fait depuis des années pour uniformiser le mieux possible tous les départements sur les critères de jugement lorsque vous passez un diplôme d'assistant, d'animateur, d'instructeur et ainsi de suite. Parce que là, pour le coup, ça paraît logique que ce soit uniforme, que vous soyez jugé sur les mêmes critères de notation, au même titre que le brevet des collèges sera jugé de la même façon que vous soyez dans le nord ou dans le sud de la France. Donc, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que les applications de vos katas, que ce soit à partir de la ceinture blanche jusqu'à X dan, elles sont libres. Évidemment, quand on est débutant, on a besoin d'être guidé. On va donc faire des choses simples parce que l'exécution physique pose déjà problème. Une fois qu'on est gradé, l'exécution physique est moins un problème que la recherche justement analytique. C'est donc là-dessus qu'il faut se questionner. Quand on est professeur, on va plus faire du constructivisme pour avoir, comme je vous le disais, sur 10 élèves qui travaillent la même thématique, 10 réponses différentes, parce que chaque élève va devoir se révéler un petit peu, prendre confiance en ses capacités. Donc le bunkai a une toute autre valeur d'application que peut l'avoir justement un kyō-hyponkumité ou un kata. Et c'est tout le but, justement, c'est qu'on a un panel de grades de jugement et d'application qui est extrêmement varié. Parfois, ça va être purement sur la technique, parfois, ça va être purement sur l'approche zanshin et physique de la technique, et parfois c'est sur l'approche analytique. Il ne faut donc pas négliger ces points-là. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin pour ce petit carton rouge dans l'application générale des applications de bunkai dans les katas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous concevez les choses, comment votre expérience martiale a pu se concrétiser de cette façon-là, et surtout comment un jury peut être amené à vous parler, à vous aiguiller. Peut-être que certains ont été extrêmement pertinents et bienveillants, peut-être que certains professeurs le sont aussi. Quand on voit en championnat du monde les équipes kata exécuter des bunkai avec, on va dire très honnêtement, des cabrioles, des sauts, des choses complètement hallucinantes qui sont là pour faire le show, pour faire le spectacle, pour montrer à quel point on est performant physiquement, on se rend compte que le côté subjectif peut aller extraordinairement loin. Donc à partir de là, vous avez déjà une certaine souplesse. N'hésitez pas aussi à m'écrire dans les commentaires si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À partir de là, on peut en rediscuter ensemble, on pourra peut-être même se faire une petite FAQ, une petite foire aux questions. Allez, portez-vous bien, passez une très bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao.